Sois prudent, cette bulle actuelle est bien plus grande que celle de 2008. C'est la bulle de tout, la bulle de tout ce qui existe. Ce sera le plus grand krach économique de l'histoire du monde. Et la bonne chose avec l'âge, c'est que l'on a un peu d'histoire derrière soi. C'est comme un stade de football qui commence à se remplir, d'eau goutte après goutte. Quand est-ce que les spectateurs réalisent que quelque chose se passe? Trop tard. C'est comme un compte-gouttes magique où chaque goutte, chaque minute, double de volume. En 50 minutes, les gens commencent à voir le terrain se remplir d'eau et remarquent qu'il y a un problème. Je pense que c'est au bout de 45 minutes, donc il ne reste que 5 minutes. À ce moment-là, seul le terrain est couvert par environ 90 cm d'eau et en seulement 5 minutes, on passe de voir un peu d'eau à tout le terrain complètement inondé. Le point de tout cela est que, avec des fonctions exponentielles, beaucoup des problèmes auxquels nous faisons face, c'est que, quand vous commencez à voir réellement le problème, il est déjà bien trop tard pour l'éviter. À ce moment-là, vos choix se résument à savoir comment vous allez gérer ce qui est sur le point de vous frapper. Alors, en tant que personne plus âgée, la situation est toujours la même. Quel est son nom? Cathie Wood, de ARK Invest. Tout le monde dit la même chose. Cette fois, c'est différent. C'est la nouvelle économie. Combien de minutes nous reste-t-il avant que nous ayons vraiment à faire face aux conséquences de l'énorme et excessive dette que nous avons accumulée dans le système? En gros, nous avons emprunté tellement de prospérité de demain pour l'amener aujourd'hui, en la volant aux générations futures. Nous avons essayé d'éviter ces conséquences pendant des décennies, en imprimant de l'argent et en repoussant le problème le plus loin possible financièrement. Honnêtement, je pense que nous sommes dans ces dernières 5 minutes. Je pense que nous pouvons clairement voir que l'eau commence à remplir le terrain. Je dirais qu'à ce stade, il y a déjà plus de 90 cm d'eau. Est-ce que ça va être dans 2 ans ou dans 10 ans? Il est probable que cela soit un peu plus proche de 10 ans que de 2, mais ça pourrait arriver n'importe quand dans cette fenêtre. À la fin de la journée, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un défaut sur nos obligations. Et la question est, allons-nous faire défaut parce que nous allons nous croiser les bras et laisser les dettes s'effondrer, ce qui représenterait le côté déflationniste et austéritaire? Ou allons-nous gonfler notre chemin en imprimant tellement d'argent que, pour satisfaire nos obligations de dette, nous tuons carrément la monnaie? Et si vous me forciez à choisir entre ces deux options, je choisirais la seconde. Je pense que politiquement, l'inflation est toujours la voie préférée, même si à la fin, on arrive au même résultat. Ainsi, encore une fois, l'avantage de vieillir, c'est ce que je suis en train de dire. Jim Rickards et moi, on rigolait en se disant « On a déjà entendu tout ça avant, mais nous sommes maintenant dans les dernières 4 minutes. » La question est, allez-vous continuer à faire la même chose? Je pense que c'est la question d'aujourd'hui, mais je donne à votre public quelques idées sur à quel point cette situation est grave et pourquoi être plus âgé pourrait être une bénédiction, car nous venons tout juste de sortir du plus long marché haussier de l'histoire, qui a commencé en 2011. En 2011, j'ai fait les plus grandes fortunes de ma vie, car c'était la période des MBS, titres adossés à des créances hypothécaires, et des CDO, titres de créances garanties, de l'effondrement immobilier, et j'ai plongé dedans. J'ai emprunté 300 millions de dollars pour acheter les meilleurs passeurs propriétés immobilières du sud-ouest des États-Unis. Je regarde tous ces jeunes qui sont arrivés dans le plus long marché haussier de l'histoire. Ils étaient encore dans leur couche en 2008 et maintenant ils sont sur YouTube avec leur chaîne, parlant de ci et de ça, mais ils n'ont jamais vécu de krach. Et celui-ci va être le plus grand krach économique de l'histoire. Et ces gars-là donnent des conseils. Donc, ma façon de dire à votre public, c'est de découvrir quel âge ils avaient quand ils portaient des couches. Faites attention à qui vous écoutez. Quel âge ont-ils? Parce que c'est le marché haussier le plus long de l'histoire. Je vois certains de ces jeunes qui possèdent un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, mais ils disent tous la même chose. Cette fois, c'est différent. La Réserve fédérale, je n'arrive pas à y croire. Les gens disent « Ne combattez pas la Fed et tout ça ». Eh bien, ma question pour tout le monde est la suivante. La Fed peut-elle imprimer du pétrole? Peut-elle imprimer de l'essence? Peut-elle imprimer de la nourriture? Mais tout le monde reste là,
Ils ont été lavés le cerveau par Wall Street et suivent ce que la Fed leur dit de faire. Eh bien, ils doivent rigoler. Tout comme ils ont finalement créé l'inflation qu'ils cherchaient, mais elle est simplement allée trop loin. Je pense qu'ils vont obtenir la même destruction de la demande qu'ils cherchaient, mais de manière beaucoup plus excessive. Encore une fois, être vieux a ses avantages, car je me souviens de Volcker qui disait qu'il allait écraser l'inflation, donc il a augmenté les taux d'intérêt. Maintenant, Powell canalise l'esprit de Volcker. Et tu sais, quand Volcker a écrasé l'inflation, la dette par rapport au PIB était de 30 %. Aujourd'hui, elle est de 125 %, si tu crois aux chiffres. Donc, si Powell canalise Volcker, et l'autre chose que l'histoire te dit, c'est ceci: il n'y a jamais eu d'atterrissage en douceur. Ce n'est que plus de discours de la Fed. Ce que je veux dire, c'est que vous devez faire attention à l'âge de la personne que vous écoutez, car la plupart de ces jeunes sur YouTube aujourd'hui étaient dans leur couche en 2008, lors du dernier crack économique. J'ai gagné plus d'argent au cours des 3 dernières années que dans toute ma vie. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, qu'il existe d'autres façons de voir l'investissement. Mais pensez que Powell va vous sauver, alors que, comme vous le savez, le marché des opérations de pension inversées fonctionne à 2 trillions de dollars par jour, 2 trillions par jour, et que les gens écoutent Powell. Ils doivent être en train de rigoler. Et regardez Janet Yellen. Mon Dieu, je ne possède pas d'actions, de bons, de fonds communs de placement ni d'ETF. Je ne touche pas à du papier. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire, mais je dis que les gens ont été conditionnés par la Fed et le Trésor à faire ce qu'on leur dit de faire. Aller à l'école, obtenir un emploi, payer vos impôts, obtenir un travail bien payé et investir à long terme dans un portefeuille diversifié. D'actions, de bons, de fonds communs, de placements et d'ETF, c'était en 1974. Lorsque je suis revenu du Vietnam, après 2 missions en tant que pilote d'hélicoptère de la marine, j'ai vu le communisme en action et ce n'était pas beau à voir. Je suis revenu en 1974 et c'est à ce moment-là qu'ils ont adopté l'AERSA, qui est maintenant connu sous le nom de 401K ou AERA. À ce moment-là, j'ai pensé, mon Dieu, ils sont en train de canaliser ma génération, les baby boomers, vers le marché boursier sans qu'ils comprennent quoi que ce soit à l'argent. En 1974, l'exode le plus important a été celui des enseignants, qui se sont soudainement transformés en conseillers financiers. J'ai vu cela, et c'est ce que j'appelle les pauvres qui guident les aveugles. Aujourd'hui, les baby boomers espèrent que le marché boursier continue de monter dans leur 4001K, au moment même où la sécurité sociale est sur le point de s'effondrer. Vous pensez que c'est un accident? C'est tout ce que je dis. Je ne suis qu'un marine, un lieutenant un peu bête. Vous savez, j'ai piloté l'hélicoptère de combat et je suis tombé 3 fois. Mais aujourd'hui, en écoutant tout ça, je me dis, mon Dieu, comment avons-nous pu être aussi stupides? Parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Ne lutte pas contre la Fed, fais ce que la Fed te dit. Investis à long terme, dans un portefeuille diversifié, avec des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF. Et ne t'inquiète pas, Powell suit désormais les traces de Volcker. Mais comment avons-nous pu ignorer que la dette par rapport au PIB est à 120 %? Vous rigolez. Lorsque la Fed a commencé à baisser les taux d'intérêt, j'ai eu l'impression d'entrer au paradis. J'investis dans des propriétés. J'ai 13 000 appartements. Et chaque fois que la Fed abaissait les taux d'intérêt, la valeur de mes propriétés augmentait. De plus, j'améliorais les propriétés et je refinançais. Aujourd'hui, je n'ai aucune dette sur aucune de mes propriétés. Les 13 000 unités génèrent tout un flux de trésorerie positif, ce qu'on appelle un retour infini. À l'époque, j'ai été beaucoup attaqué par le New York Times parce que mon papa riche n'est jamais allé à l'école, tandis que mon papa pauvre, qui avait un doctorat et travaillait dans les syndicats, était un fervent défenseur des impôts élevés, notamment sur les riches. En écoutant tout ça, je n'ai pu m'empêcher de penser « Ma famille, mon Dieu ». En 1965, j'ai quitté Hawaï, où j'avais étudié, pour aller étudier à New York. Mon professeur d'économie était un ancien de West Point qui avait piloté des B-17 pendant la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de nous faire lire Malthus et Ricardo,
Il nous a fait lire Marx, Staline et Mao. L'idée dans les écoles militaires est de connaître son ennemi. Donc, j'ai bien compris les idées de Marx, surtout son manifeste communiste de 1448. C'était en 1965. En 1966, j'ai effectué mon premier voyage au Vietnam, où je transportais des bombes à bord d'un navire de charge appelé Victory, en partance du port de San Francisco. C'est là que j'ai vu le communisme de mes propres yeux, et j'ai pensé, mon Dieu, je vois l'avenir. Nous serons un jour envahis par les communistes. En 1930, l'école de Francfort en Allemagne, qui était le bastion des idées marxistes, a envoyé des enseignants à l'Université de Columbia à New York pour commencer une campagne d'influence sur notre milieu universitaire. C'était la première étape du communisme aux États-Unis. Pendant mon service au Vietnam, j'ai perdu beaucoup d'amis Marines. Les journées les plus tristes de ma vie ont été celles où je suis resté sur le pont de mon porte-avions en attendant le retour de mes amis, et ils ne sont jamais revenus. Leurs avions ont été abattus, ils sont toujours portés disparus, et moi, on m'a craché dessus, on m'a lancé des œufs, mais cela m'a réveillé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser davantage à ce qui se passait vraiment en Amérique. Comme je l'ai dit, j'utilise maintenant la dette pour m'enrichir, puis j'investis dans des actifs tangibles. C'est mon approche et c'est ce dont je voudrais vous parler. Mon conseil est simple. Remettez en question tout ce qu'on vous a appris à l'école. C'est tout ce que je dis. Dans un marché haussier, même les plus idiots se sentent intelligents. C'est intéressant de voir comment, après la crise de 2008, le marché a commencé à se redresser en 2011 et tous ceux qui étaient impliqués dans le système financier ont célébré cela. La crise avait été causée par le marché des repos, affectés par les crédits de Lehman Brothers et Bear Stearns, mais ce qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont continué à imprimer de l'argent pour sauver une économie qui était déjà en déclin. En 2011, nous étions déjà au bord du gouffre, mais le gouvernement a continué à imprimer de l'argent et aujourd'hui, nous en payons le prix. Nous commençons à atteindre des limites que nous ne pourrons pas dépasser et nous verrons bientôt si mes prédictions se réalisent. J'ai utilisé la dette parce que c'est de l'argent exempt d'impôts. Lorsque j'ai réhabilité mes 13 000 appartements, j'ai continué à acheter davantage grâce au flux de trésorerie généré et à refinancer à chaque baisse des taux d'intérêt. Maintenant, je suis dans une bonne situation. Je ne fais pas de flipping de maison. Je ne suis pas l'un de ces types qui achètent et vendent des propriétés rapidement. C'est une bêtise, car lorsqu'on fait du flipping, on se retrouve avec une conséquence fiscale. Je préfère financer mes propriétés, ce qui permet de bénéficier d'argent exempt d'impôts. De plus, lorsque j'ai commencé à investir, je devais le faire avec des taux d'intérêt de 12 %, ce qui, pour les jeunes d'aujourd'hui, semble insupportable. Mais pour moi, c'est un avantage. Ils se plaignent des taux de 5 %, mais honnêtement, ils devraient déménager sur l'île de Gilligan et jouer du ukulélé ou quelque chose du genre. Vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'à chaque fois que je demande plus d'argent pour financer mes propriétés, je bénéficie de 3 avantages fiscaux: l'appréciation, la dépréciation et l'amortissement, ce qui réduit à 0 le coût de mon argent. Ma dette ne génère pas d'impôts. Je n'ai pas l'intention de finir en prison ni de danser le hula pour un type. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère rester à l'écart de la prison et continuer à gagner de l'argent. Quand je gagne 1 million de dollars, la première chose que je fais, c'est d'investir dans un bien immobilier, comme un immeuble d'appartement de 4 millions de dollars. Cependant, ce qui affecte réellement mes revenus, c'est le processus d'appréciation, de dépréciation et d'amortissement, qui finit par réduire les profits générés par mon entreprise. De plus, la Réserve fédérale ne peut pas imprimer de viande, mais ce que je peux faire, c'est investir dans le pétrole, que j'extrais directement du sol, ce qui me permet de bénéficier d'avantages fiscaux. En peu de temps, le prix du baril est passé de 30 à 130 $. Le pétrole reste une ressource essentielle pour la civilisation. Et il y a des personnes qui veulent que nous allions à la faillite, car le contrôle de cette ressource est vital. J'ai travaillé pour la Standard Oil de Californie en tant que responsable d'un pétrolier juste après avoir obtenu mon diplôme. Je connais donc bien le pétrole. J'ai aussi été impliqué dans le pipeline de l'Alaska et à un moment donné, je me suis rendu compte que nous étions manipulés.
l'inflation va augmenter et les plus touchés seront les pauvres et la classe moyenne qui se retrouveront ruinés. Ce plan a été mis en place bien avant que celui qui soit en charge ne prenne ses fonctions. Je ne dis pas que c'est lui, mais il y a des forces qui veulent que tout le monde échoue. Pendant ce temps, je regarde cette situation en pensant « Mon Dieu, alors, que puis-je faire de plus ?» J'ai investi dans des puits de pétrole, ce qui me permet d'obtenir des avantages fiscaux, parce qu'au lieu d'acheter des actions de compagnies pétrolières, j'investis directement dans le pétrole qui est sous terre. Je suis un prospecteur de pétrole, un wildcatter, même si tout le monde me dit de ne pas le faire. Je ne recommande pas cette voie, mais j'aime ça. En fait, c'est pareil pour les mines d'or. Ce n'est pas une recommandation courante, mais j'aime cette activité. Cependant, le plus grand marché, et celui que je privilégie, est celui de la nourriture. Un ami à moi qui travaillait dans le système scolaire de Californie a décidé de déménager à Wyoming, car il en avait assez de vivre dans ce qu'il appelait la République populaire de Californie. Il a acheté un ranch géant et m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant d'argent dans le bétail wagyu. » Je lui ai répondu « Vraiment? » Alors, je suis allé à Wyoming pour inspecter un taureau wagyu. Et la différence entre les taureaux wagyu américains et japonais est notable. Le wagyu est une marque comme Ford ou Chevy. Récemment, lors d'une conférence, j'ai dit « J'ai toujours voulu être un taureau reproducteur japonais, mais j'ai fini par acheter un taureau à la place, et personne n'est parti. Je parle ici d'un taureau reproducteur. Je ne veux pas détenir le bétail, je veux juste posséder le sperme, car c'est là que réside réellement l'opportunité. Aujourd'hui, il y a plus d'opportunités que jamais, mais seulement si vous n'avez pas été conditionné à aller à l'école, trouver un emploi, payer des impôts, vivre sans dette et investir en bourse. Actuellement, la bulle dans laquelle nous nous trouvons est bien plus grande que celle de 2008. C'est la bulle de tout. Elle englobe non seulement les actions et les obligations, mais aussi le crédit. Cependant, à travers tout cela, il y aura de nouvelles opportunités. Et c'est ce que je veux dire. Faites attention à qui vous écoutez, car vos meilleures ressources, mais aussi vos plus grands passifs, sont les idées que vous avez dans votre tête. Faites attention à ceux qui les y mettent. Les marchés montent et descendent, ils vont descendre. Et ensuite, nous allons entrer dans une dépression, puis dans une révolution. C'est la première fois que je vois ce qu'on m'a enseigné à l'académie, mais cette fois, dans la réalité. Je me suis dit, mon Dieu, ce que l'on m'a dit sur Marx, Lénine, Mao, Staline et Hitler est vrai. Marx avait une idée, l'abolition de la propriété privée, c'est-à-dire que nous ne pourrions plus rien posséder, ce qui me dérange beaucoup en tant que capitaliste. Ce qu'il voulait, c'était que tout ce que nous possédons soit confisqué et passe à l'État. C'est pour cela qu'en étudiant le communisme et le marxisme, on comprend que cela implique une économie centralisée, qui, dans le vocabulaire militaire, est appelée commandement et contrôle. C'est une économie où le gouvernement contrôle tout. C'est pour cela que je pense que la Réserve fédérale fait partie d'un système communiste. La Banque centrale n'est pas vraiment américaine. Ce n'est pas une banque avec des réserves. En réalité, la Réserve fédérale est la troisième banque centrale de l'histoire des États-Unis. Depuis Jefferson et d'autres figures, tout le monde a toujours dit qu'il ne fallait pas avoir de banque centrale. Mais notre système éducatif étant essentiellement marxiste, la plupart des enseignants sont des marxistes sans même le savoir, car ils n'ont pas étudié Marx comme je l'ai fait. Moi, je suis capitaliste, je n'ai pas de travail, je ne reçois pas de salaire, c'est tout le contraire de ce que mon père riche m'a enseigné. Mon père pauvre m'a toujours dit d'obtenir un travail sûr. Les mentalités sont donc complètement opposées. Je déteste le dire, mais si vous étudiez Marx, Lénine, Staline, Hitler et Mao, le concept de banque centrale fait partie de leur système. Lénine disait que si vous voulez détruire l'économie et le capitalisme, vous devez dévaluer la monnaie. En 1971, juste avant que je parte pour le Vietnam, Nixon a retiré le dollar de l'étalon or, mais on ne vous enseigne jamais cela. Vous voyez, notre système est de plus en plus proche du communisme. Et cela me fait mal de le dire, car j'étais marine, j'ai été au Vietnam 2 fois, j'ai combattu pour ce pays, et ma famille a été internée dans des camps. À tous les communistes qui me lisent, sachez que je suis un milliardaire en dette.
Vous savez pourquoi? Parce que j'obtiens des avantages fiscaux en empruntant de l'argent. Et la raison pour laquelle je suis aussi riche, c'est précisément à cause de ma dette. Mon ami Dave Ramsey dit « Vivez sans dette ». Et je lui réponds « Eh bien, tu es un idiot. Écoute, j'ai un ami que j'apprécie beaucoup, mais on se dispute souvent au sujet de la dette. Je lui dis « Moi, j'adore m'endetter intelligemment. » Et lui me répond « Oui, mais la plupart des gens ne savent pas gérer ça. » Et il a raison. C'est précisément pour cette raison qu'on n'enseigne pas la finance personnelle à l'école. Si tu comprenais vraiment le pouvoir d'un crédit bien utilisé, tu ne garderais pas ce pauvre dollar en train de perdre de la valeur dans ta poche. Moi, je préfère emprunter de l'argent sans payer d'impôts et le faire fructifier. Beaucoup de gens pensent que investir signifie simplement acheter de l'immobilier ou des actions. Quand je parle avec la majorité des gens, ils me disent fièrement « Moi, j'ai un plan 401K ». Et je leur dis qu'on leur a vendu cette idée comme étant idéale. On leur a fait croire que c'était un avantage gouvernemental, alors qu'en réalité, c'est un produit créé par la Réserve fédérale en partenariat avec Wall Street. Si tu regardes un peu l'histoire, tu verras qu'en 1974, une loi a été adoptée. La loi ERISA, Employee Retirement Income Security Act, qui a donné naissance au 401Gs. C'était juste après que Nixon ait supprimé l'étalon or pour le dollar, permettant ainsi au marché financier de croître de façon explosive. Est-ce que j'achète des actions? Non, je n'en ai pas besoin. Moi, je suis un vrai capitaliste. Au lieu d'acheter les actifs des autres, je préfère créer les miens. C'est ça, bâtir une richesse réelle. Et plus j'emprunte d'argent, moins je paie d'impôts. Voilà comment fonctionne le système quand tu sais t'en servir. Imagine que j'achète un immeuble commercial pour 1 million de dollars et qu'il prenne de la valeur jusqu'à 10 millions. La plupart des gens le vendraient et fêteraient leurs bénéfices. Mais en vendant, tu déclenches une plus-value de 9 millions de dollars, ce qui implique une lourde imposition. Moi, je ne vends pas. Je garde l'actif et j'utilise sa valorisation pour emprunter encore, sans impôt. Certains pensent que c'est risqué, mais ce que nous vivons actuellement n'est pas une simple crise, c'est une dépression déguisée. Une récession, c'est quand tu as 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Une dépression, c'est lorsque l'économie croît en dessous de son potentiel. Par exemple, si le PIB devrait croître à 4 % et qu'il stagne à 1,5 %, on est bel et bien en dépression. Ce que la majorité ignore, c'est que le 17 septembre 2019, le marché des repos, Repo Market, s'est effondré. Personne n'en parle. Et quelques mois plus tard, le COVID-19 apparaît. Coïncidence ou non, le système financier était déjà sur la corde raide. Le marché des repos, c'est comme un mont de piété pour les institutions financières. Elles y trouvent des liquidités à court terme. Quand ce système se grippe, la Réserve fédérale intervient et commence à injecter de l'argent dans les grandes banques comme Wells Fargo ou Bank of America. Mais cet argent n'arrive jamais dans l'économie réelle. Il reste enfermé dans les circuits bancaires. Ce n'est pas nouveau. En 2008, même chose. En 2019, rebelote. Et en 2021, on a eu l'inverse, une opération de reverse repo où l'argent sort des banques pour retourner vers la Fed. Cela veut dire que même les banques ne font plus confiance à leurs propres actifs. Elles doutent de leur valeur réelle. La valorisation des actifs est subjective. Tu peux dire que ta maison vaut 10 millions, mais ce n'est qu'une opinion. Lorsque les banques commencent à se poser des questions sur la valeur réelle de ce qu'elles détiennent, elles préfèrent rapatrier leurs fonds vers la Réserve fédérale. Elles préfèrent la sécurité d'un placement stérile plutôt que de risquer sur le marché. J'ai des amis ultra riches et ce sont les sujets que nous abordons. Mais si tu vas dans la rue et que tu poses la question à 100 personnes, c'est quoi le marché des repos? Tu auras de la chance si 2 ou 3 savent vaguement de quoi il s'agit. Et ce n'est pas de leur faute, c'est la faute d'un système éducatif conçu pour que les gens restent ignorants. C'est volontaire. Les PDG de grandes entreprises ne reçoivent pas tout cet argent pour faire croître leur entreprise. On leur en donne pour qu'ils rachètent leurs propres actions. Imagine que je suis PDG de Ford ou à IBM. Tu me donnes 1 million. Je prends 5 millions de plus dans la trésorerie de l'entreprise et je rachète 6 millions de dollars d'actions. Résultat,
le cours en bourse monte et papa et maman, avec leurs 401G, voient leurs actions grimper. Mais tout repose sur la dette. Je vais être clair, les marchés montent et les marchés descendent. Et là, on est en train d'entrer dans une phase de baisse sévère. Ensuite, viendra une dépression plus profonde. Et après ça, une révolution. Une dépression, c'est quand les emplois disparaissent massivement, et que les gouvernements réagissent en imprimant encore plus d'argent. C'est ce qu'ils ont fait quand Fauci, oui, le fasciste Fauci, a fermé l'économie des États-Unis, ce qui a entraîné l'arrêt de l'économie mondiale. Et malgré tout, ils payaient les gens pour rester chez eux. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, les États-Unis sont le pays le plus endetté de toute l'histoire. La dette étudiante est devenue folle, la dette à la consommation est incontrôlable et la bourse repose intégralement sur l'endettement. Parlons un peu du ratio dette au PIB. C'est très simple. Quand ce ratio atteint 90%, c'est plus ou moins optimal. Cela signifie que pour chaque dollar emprunté, l'économie ne croît que de 10 centimes, un rendement de 10% par dollar de dette. Mais actuellement, ce ratio dépasse les 140%. Cela signifie qu'on ne peut plus ajouter d'argent au système. Cela ne produit plus de croissance. C'est comme un gars qui a refinancé sa maison encore et encore, puis qui perd son emploi. À un moment donné, il n'a tout simplement plus la capacité d'emprunter davantage. Et le système est à bout. Il ne peut plus emprunter. C'est ce qui arrive quand le taux d'endettement par rapport au PIB dépasse les niveaux acceptables. Pendant longtemps, on disait que 90% était le seuil critique. Aujourd'hui, nous en sommes à 140%, ce qui signifie que le point de non-retour est franchi. Nous sommes techniquement en faillite, même si la majorité des gens ne comprend pas du tout ce que cela signifie. La vérité, c'est que la situation est déjà hors de contrôle. Personnellement, je diversifie mes actifs entre métaux précieux, crypto-monnaies et défense personnelle. J'achète du Bitcoin non pas parce que je crois aveuglément en lui, mais parce que je ne fais pas confiance à ceux qui contrôlent l'argent traditionnel. Ni le gouvernement, ni la Réserve fédérale, ni le Trésor public, ni même la bourse ne m'inspirent confiance. Si toi tu as foi en ces 4 institutions, je te souhaite bonne chance. Mais moi, je préfère détenir de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Parce que pour moi, le Bitcoin est une manière de dire « je ne crois plus en votre système ». Si on revient à l'histoire, quand on étudie Karl Marx, on découvre qu'un banque centrale est un pilier essentiel du modèle communiste. Et c'est exactement ce qu'est la Réserve fédérale américaine. C'est le 3e organisme de ce type dans l'histoire des États-Unis. Elle a été créée en 1913, la même année que le service fiscal fédéral a vu le jour. Une simple coïncidence? Je ne pense pas. Et pourtant, la plupart des citoyens n'ont aucune idée que cela s'est produit. J'ai un ami, lui aussi entrepreneur à succès. En fait, la majorité de mes proches sont milliardaires. Et non, nous ne sommes pas devenus riches en mettant des pièces dans une tirelire. Nous avons bâti notre richesse en comprenant les mécanismes de la dette productive. Et je me souviens d'une fois, on se demandait, une grosse crise va-t-elle arriver? On ne le savait pas vraiment. On cherchait un signe du destin. Et juste après avoir analysé les indicateurs financiers, on est allé dîner dans un restaurant chic à Scottsdale, en Arizona. Là, tous les clients étaient sur leur 31, tenue de gala, robe longue, costume sombre. On s'est regardé et on a dit « Ça y est, la chute approche ». Je lui ai dit « Quand tu vois tous ces vieux messieurs bien mis avec leurs femmes habillées pour le bal, c'est que la fin est proche. » Nous appelons ça la théorie de la robe de soirée de l'économie. Juste avant chaque effondrement, les gens sont à leur apogée de bonheur. Et puis, brutalement, vient la dépression. Et c'est là que les capitalistes s'enrichissent massivement, car tout est à prix cassé. L'économie fonctionne souvent à l'envers de ce que les gens croient. Il y a toujours 3 faces à une pièce, pile, face et la tranche. Moi, je me tiens sur la tranche, là où je peux voir les 2 côtés. C'est là que se trouve l'intelligence économique, dans l'analyse globale. Mais aujourd'hui, les opinions t'obligent à choisir un camp. Et dès que tu refuses de te positionner, on t'attaque. Ce phénomène n'est pas nouveau. Pendant la guerre du Vietnam, j'en ai fait personnellement l'expérience. Nous avons été lâchés par nos propres médias
trahis par ceux censés nous soutenir. Penses-tu que les médias mentent encore aujourd'hui? Évidemment que oui. Beaucoup d'entre eux sont influencés par la Chine. Regarde, aux États-Unis, on a désormais 2 hymnes nationaux. C'est un héritage idéologique de Marx, qui était, soit dit en passant, raciste si l'on prend le temps d'étudier son œuvre. Mais dans notre système scolaire, on n'enseigne qu'une version édulcorée de l'histoire. Je me rappelle être rentré du Vietnam en 1973, après une année de service. Et à mon retour, on m'a craché dessus, on m'a jeté des œufs, et cela venait de ma propre génération, les fameux baby boomers. Quand je suis retourné à l'université à Hawaï, c'était pareil. Les étudiants, les profs, tout le monde nous rejetait. Les médias avaient complètement retourné l'opinion contre nous. Soldats, marins, hommes, femmes. C'était horrible. Et aujourd'hui encore, personne ne semble comprendre que ce sont les régimes socialistes qui ont causé le plus de morts dans l'histoire. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était défendre notre pays. Aujourd'hui, j'ai $1 milliard de dette. Et toi, tu as aussi emprunté autant, mais pour quoi faire? As-tu utilisé cet argent pour acheter des actifs ou bien pour acheter des passifs inutiles? Moi, j'ai utilisé cette dette dans l'immobilier de manière stratégique. Je t'explique comment. J'achète une propriété. Je la finance. Puis, quand sa valeur monte, je la refinance et je retire le capital disponible. Avec ce capital, j'ai acheté une mine d'or. Et qui rembourse cette dette? La première propriété. Et en plus, je suis toujours propriétaire de la mine. Voilà pourquoi j'ai des tonnes d'or sous mon contrôle. Les esprits les plus brillants du monde ne sont pas à Wall Street, mais dans l'immobilier structuré. Des gens comme Trump, toi, moi, on emprunte pour acheter des actifs. Et ces actifs génèrent de nouveaux actifs. C'est ce qu'on appelle une stratégie financière intelligente. Et les impôts, dans tout ça? Disons simplement que nous savons utiliser le système à notre avantage.